Donc le thème effectivement, l'enjeu de la diversité nous renvoie à un certain nombre de problématiques que l'on vit actuellement, la problématique des réfugiés, cette intense mobilité des populations à travers le monde, également toute la problématique de l'intégration qui apparaît à travers des cas de radicalisation, de marginalisation, d'exclusion, dont fait l'objet d'une façon particulière notre communauté. D'une façon globale, la diversité, c'est la variété des composantes d'un système qui soit social ou autre. Et les sociétés humaines, les systèmes sociaux, dans leur processus historique d'évolution, évoluent de systèmes simples, homogènes, à des systèmes plus complexes, des systèmes hétérogènes. Alors, le degré de complexité est calculé par rapport au degré de variation des éléments composant le même milieu. Donc on est passé des sociétés ou des communautés locales à des sociétés très complexes dans les sociétés modernes. On est passé des sociétés de relations primaires et de la solidarité organique à des systèmes plutôt de sociétés à contrat, de sociétés plus complexes. L'un des milieux les plus complexes sont, par exemple, le milieu d'accueil dans lequel nous vivons dans le Québec, par exemple, qui accueille pratiquement pas moins de 200 origines ethniques et culturelles et religieuses. Alors, le devenir de la diversité d'une façon abstraite ou théorique, a été qualifié par des sociologues comme Weber, par exemple, comme étant le moteur du progrès social. La simple raison que sont les éléments hétérogènes et différents qui ont le plus tendance à interagir, à s'échanger de l'action. Et l'interaction se trouve comme étant le générateur de l'innovation, et l'innovation est à l'origine du progrès social. C'est selon cette succession de raisonnements, cette équation, que Weber, par exemple, qualifie la diversité comme étant le moteur du progrès social. Mais il se trouve que pour escompter ce résultat, il va falloir faire très attention aux structures qui contiennent cette diversité et à la dynamique que ces structures génèrent, ça veut dire aux conditions de gestion de cette diversité. Il se pourrait qu'une diversité bien gérée puisse produire en effet ce genre d'effet positif. Et inversement, une diversité mal gérée ou intervenant dans des conditions d'exclusion, de précarité, etc., celle-ci, au contraire, va générer plus de conflits que de progrès. Donc, l'enjeu principal n'est pas seulement dans la diversité, qui, elle, reste comme une tendance qui s'impose au niveau de la configuration des sociétés humaines actuellement, mais dépendamment des conditions, comment celle-ci est gérée. C'est pour ça qu'on revient toujours au système, aux structures et aux dynamiques, comme M. Ektouf l'a bien expliqué en matière économique. Est-ce que la diversité a un coût? Est-ce que c'est une réalité avec laquelle le monde occidental notamment doit faire, parce qu'elle permettra un meilleur équilibre économique et social à l'ère de la mondialisation? Pourquoi alors sa répulsion par certaines couches de la société occidentale? La diversité, elle s'impose, c'est une loi, c'est la loi sociale actuellement. Surtout, tout colle pour générer ces flux, cette circulation très intense des populations à travers le monde et qui finissent par transformer complètement les paysages sociaux des sociétés du monde qui sont devenus hyper variés et diversifiés. Maintenant, pourquoi celle-ci est-elle répudiée par
certain nombre de sociétés ou de milieux ou de systèmes et de politiques, c'est qu'actuellement, et c'est lié avec le sujet que nous venons d'entendre, avec toute cette mondialisation qui vise davantage le profit et l'intérêt, nous avons une tendance à instrumentaliser la peur et la phobie à travers le monde, qui est d'ailleurs le meilleur véhicule pour propulser l'industrie d'armement et qui soutient, elle, tous les foyers de guerre que l'on développe un petit peu partout. Alors cette phobie, cette instrumentalisation de la peur passe par la surmédiatisation des effets négatifs de l'ordre aux yeux de l'opinion publique occidentale. Celle-ci également passe par la diabolisation de l'ordre. Et l'ordre, c'est le basané, c'est tout ce que vous voulez, ce qui est autre que le blanc catholique. Actuellement, celui qui incarne cette image, c'est bien le musulman. Et on le voit à travers l'actualité quotidienne, la façon comment on amplifie des gestes, comment on concentre l'opinion publique sur des images, sur des symboles, comment on propage cette peur à travers des scénarios de grandes catastrophes. J'en parlais il y a quelques jours sur la façon comment, par exemple, les attentats de Bruxelles ont été gérés médiatiquement ces 3 jours, d'affilée du matin au soir, que les mêmes images, les mêmes noms, les mêmes symboles sont fixés. Donc il y a une volonté de fixer l'opinion publique sur une image, sur un stéréotype. Ça d'une. Et puis de l'autre côté, on voyait défiler du matin au soir des experts en matière de sécurité, exclusivement. Et malheureusement, je n'ai pas vu un seul expert dans le domaine des sciences humaines, quelqu'un qui réfléchit et qui ne calcule pas. On ne les a pas vus. Et parmi ces experts qui défilaient, je voyais également le déchaînement de la peur. Et il y avait un des experts qui avait lancé l'idée de dire que dans quelques années, les terroristes arriveraient à contrôler les centrales nucléaires. Et pas loin d'hier, il y a déjà un grand congrès mondial. Ce qui ne m'étonne pas, c'est de voir un petit peu ce que cela va générer. Avec cette peur, on va voir immédiatement une course à la construction d'abris, de bunkers, ou des choses comme ça. Et je pense que même l'urbaniste, on vient de le lancer dans cette machine, dans cette spirale de production sécuritaire pour parer à la crainte et à la phobie dans laquelle plonge l'opinion publique. Et rien que voir aussi l'interaction, la façon comment l'auditoire révèle sa peur à travers des questions et comment ces questions sont répondues. Donc, très important de voir que l'instrumentalisation de la peur, la propagation de la peur n'est en rien le développement chez l'autre d'une image positive du basané. Et c'est un petit peu ça le grand problème. Donc, c'est de dire comment parer avec nos propres ressources, nos propres moyens, comme disait le professeur Aktouf, c'est de revenir à ses propres capacités de changer une situation. C'est la question, le défi qui nous guette tous. Comment arriver à changer l'image que les autres ont de nous et que les médias publics qui ont tant de puissance ne cessent de développer dans les mentalités des autres. Ça revient à nous et non pas à quelqu'un d'autre. Parce que le quelqu'un d'autre, ça ne fait pas son affaire. On vient de le voir en économie, c'est interlié, c'est vraiment relié à tous ces phénomènes. Donc ça, c'est la répercussion au niveau social. Tous ces flux migratoires, la première des choses, c'est une conséquence logique de toute la dynamique politique et sociale et économique que traverse le monde. Il y a pas moins de 20%
sociétés de pays musulmans qui se trouvent présentement en guerre ou en état d'instabilité. Sur 53 pays musulmans, il y a 13 qui sont en guerre, pré-guerre ou en état d'instabilité. Ce qui explique, bien entendu, que ces guerres n'ont pas autre issue que de refouler, de repousser toutes ces populations. Ça, c'est la première constatation. La deuxième, de voir la façon comment ces flux interviennent et comment toutes ces populations errent sur Terre. Et bien entendu, ce qui est désolant dans tout cela, en tant qu'humain, c'est de voir à quel niveau la dignité humaine est bafouée. Troisième constat qui est vraiment triste à voir, nous ne voyons que des reportages médiatiques sur la guerre et sur l'autre, et sur des populations errantes sur Terre, et même, encore là, des clichés, des images qui viennent enfoncer ces populations errantes, fatiguées, repoussées, chassées de chez elles, les plonger également, plonger leur image dans des situations de scandale, notamment le scandale des immigrants en Allemagne. Comme si l'humanité est en déperdition de son humanisme, on voit les médias, on voit les politiques, on les voit bouger, on les voit faire des déclarations, on les voit faire des reportages, mais on ne voit plus des humanistes qui viennent rétablir l'équilibre, redonner espoir et confiance à cette humanité en détresse à travers mille et une choses, notamment l'écrit classique, le livre classique et même plus avec tout ce que la technologie de l'information offre. On ne voit pas en contrepartie la partie humaniste qui vient au moins parce qu'on ne voit que des médias qui font leur affaire et puis qui font le relais de ce que le néolibéral fait pour soutenir encore davantage, soutirer davantage de gains et préserver davantage d'intérêts. Donc ça, troisième constat. Le quatrième, c'est que traditionnellement, on avait tendance à faire la distinction entre deux types de migrants. Il y a le réfugié politique demandeur d'asile, et puis il y a le migrant que l'on sous-entend comme étant le migrant par choix. Alors, on faisait la différence en disant le premier, c'est quelqu'un qui a été chassé de force et il a été poussé de quitter son pays, et que le deuxième, par contre, lui, non, il le fait par choix. J'ai plutôt goût à supprimer cette nuance et puis les voir tous les deux comme étant des populations qui, d'une façon directe ou indirecte, implicite ou explicite, sont poussés et contraints de quitter quelque chose avant de rechercher un autre intérêt. Personne ne quitte dans ces proportions, je dis bien qu'il y a des proportions, effectivement, de mobilité que l'histoire a toujours connues et que l'humain a toujours tendance de vivre des petites aventures, des expériences d'un vivre ailleurs, mais ça relève du temporaire, du ponctuel, du conjoncturel. Mais jamais vu autant de gens qui se déplacent, qui quittent leur pays d'une façon définitive, ou bien ils ont été poussés ou chassés par l'absence de ces conditions qu'ils recherchent. Donc voici un autre. Et puis lorsqu'on prend également toujours dans la même lancée des chiffres, nous n'avons rien qu'au niveau du volume des populations réfugiées que le volet de l'ONU en matière de réfugiés contrôle. Nous avons un 15 millions en 2015, à quoi s'ajoute le 5 millions permanent des Palestiniens, qui va nous donner un 20 millions. Et également, dans ce 20 millions, il y a une grande partie, la plus grande proportion, sont ceux issus des 20% des pays musulmans
en guerre ou en pré-guerre ou en état d'instabilité. Donc, juste pour voir un petit peu cette corrélation entre guerre, mobilité et colère également, ce qui, de l'autre côté, révèle à quel point l'humain a perdu sa dignité, il s'est transformé en quota, et ceci également vient, encore pour finir la boucle, vient affecter l'image que les uns ont des autres, et c'est dans ce contexte que les troubles vont toujours continuer à soutenir toutes les grandes manœuvres politiques, géostratégiques, qui ne visent qu'à propager de plus en plus de peur pour lancer les pays à compétitionner en matière d'acquisition des armes et acheter de plus en plus d'armes.